de presse hebdo. Rémi Trudel a occupé le poste de ministre au sein d'une dizaine de ministères. Samedi. Et Ben comprend oui, les samedi, enjeux politiques le 22 mars et les partage avec nous. 2025. À nouveau, Rémi la Trudel, revue de presse analyste hebdomadaire. dans ma Et radio. la revue de presse, c'est des événements du politique au Canada, au Québec en particulier, mais maintenant, on peut pas dire juste ces deux mots-là comme champ d'innovation au niveau des discussions. Il faut inclure les États-Unis d'Amérique, où on dirait plus l'inondation Trump, là. Alors, on débute ce matin cette nouvelle rencontre. Je répète la date pour les gens qui nous regardent pendant la semaine, hein. Donc, la revue de presse, samedi, le 22 mars 2025. Et là, vous voyez ça probablement à votre écran, avec un invité, avec qui on partage, comme à l'habitude, là, on partage donc nos microphones pour nos analyses. Eh bien, vous avez vu au cours des dernières semaines Michel Venn, hein, l'ex-président fondateur de l'INN, l'Institut du Nouveau Monde. Mais là, on est encore chanceux cette semaine. On accueille Alain Deslauriers, hein, qui est de ce champ d'intervention de l'économie sociale, on va dire ça, ou de la gestion participative. C'est pas, disons, un politologue patenté. C'est quelqu'un qui vit dans ce que c'est que l'expression citoyenne, et puis qui fait en sorte d'abord de lui dire « Bonjour Alain Deslauriers ». Bonjour Rémi. Bon, ça fait plaisir de vous accueillir. On va prendre juste une minute. Quand je me parle, quand je dis une minute, là, de quel champ d'activité ou de formation et d'activité vous êtes issu, Alain, pour venir avec nous refaire la revue de presse de l'actualité, qui est très, très, très dense cette semaine. Vous venez de quel champ, de quel domaine, Alain? Ben, moi, je viens du milieu, de l'économie sociale, de l'action communautaire. J'ai une longue pratique, en fait. Là, j'ai une pratique de plus de 30 ans auprès des organisations, notamment coopératives, et les organismes sans but lucratif. Et je travaille également aussi en santé publique, en développement des communautés à Montréal depuis une dizaine d'années. Donc là, c'est mon champ, en fait. C'est mon champ d'intervention. Donc le type d'intervention que je peux faire, dans le fond, c'est des accompagnements de communautés. De la concertation. Hein. Au Québec, on a quand même un fort modèle de concertation, donc mon travail est dans ce sens-là. Bon, bien, bienvenue pour notre court segment de 30 minutes, ça qu'on va économiser nos secondes et nos minutes, là. Ça, parce que le champ de l'intervention communautaire, ça veut dire nécessairement, nécessairement, d'avoir un intérêt porté très intensif sur qu'est-ce qui se passe au niveau du politique. Pas uniquement de la politique, mais du politique, parce que c'est omniprésent. Et en particulier, j'ajoute ça, quand vous êtes dans le champ de l'intervention communautaire au Québec, bien, c'est ce qui fait la différence du Québec avec le restant du Canada. Bon, qui a sa tradition, sa façon d'être plus anglo-saxonne, mais le modèle québécois, il participe de ça, de la participation communautaire. Quant à l'actualité très, très, très près de nous, Alain, j'ai hâte de vous entendre. La nouvelle de la semaine au Québec, c'est le départ du co-président, du co-porte-parole de Québec solidaire, Nadeau-Dubois. Bon, Nadeau-Dubois. Et là, il y a comme un virage qui est en train de s'opérer très certainement de ce qu'on va appeler, là, oui, la gauche québécoise qui s'était déployée autour de Québec solidaire. C'est quoi tes premières impressions, Alain? Dire, bon, ben là, le chef de file, la tête chercheuse en quelque sorte, Gabriel Nadeau-Dubois, très connu, il signale que là, moi, je suis usé, j'en peux plus. C'est quoi ta première réaction? Bien, ma première réaction, c'était d'abord une réaction d'étonnement parce que M. Nadeau-Dubois avait quand même, il y a à peine un an, amené son parti à se recentrer. Dans le fond, la déclaration de Saguenay avait été dans ce sens-là, c'est-à-dire de ramener le parti un peu plus centralisé, un peu plus centriste, pour être capable éventuellement de devenir ce qu'il disait lui-même, un parti de gouvernement. Ouais. Évidemment, il faut comprendre qu'il n'a pas atteint cet objectif-là à cause des crises internes. Et également, il faut ramener aussi à la genèse du parti. Hein. La genèse du parti, c'est une coalition de petits partis de gauche. Hein, ce que Françoise David et Amir Kadir, qui étaient d'ailleurs dans deux partis différents à l'époque, avaient réussi à faire. Donc, nécessairement, lorsqu'on amène le parti à
un peu de se décentrer de sa posture initiale, mais nécessairement, ça génère des tiraillements internes. Et ces tiraillements internes-là, finalement, est venu à bout, en fait, de celui qui considère, dans le fond, ne pas être en mesure dans le fond, il y a quelque chose quand même de digne là-dedans. Moi, je rejoins un peu ce qu'Amir Kadir a dit quelques jours, de dire, ben là, je pense que je ne suis plus en mesure de faire ça. Est-ce que ça provoque une spirale descendante? Mais elle est déjà, la spirale descendante à QS, elle est déjà depuis l'élection. Et actuellement, ben, je vous dirais que les enjeux sociaux, politiques actuels amènent probablement la population à faire encore des choix plus centristes que QS va faire. Donc, il va y avoir une crise interne, mais cette crise interne-là pourrait effectivement les ramener ce qu'ils étaient à leur création, c'est-à-dire quelques députés dans la région de Montréal. À quelques nuances près, en tout cas que j'évoque moi-même, dans l'histoire politique du Québec, voilà un autre mouvement, pas uniquement le parti politique, un autre mouvement, c'est le mouvement de la tendance vers la gauche, là, qui émerge pendant une certaine période de temps, qui agglomère certains groupes qui sont à la marge de la marge. Là. Et au Québec, regardons ça rapidement, depuis une cinquantaine d'années, il y a toujours une partie à peu près, je dirais, de 8 à 10 % de l'électorat québécois qui va se réfugier sur les marges de côté. Pour toutes sortes de raisons, les marges de côté à gauche, les marges de côté un petit peu plus centristes, les marges de côté un petit peu plus à droite. Puis là, on va se souvenir que, oui, moi je pense que on est dans cette direction-là, on est sur la pente descendante. C'est clairement. Ça me fait tellement penser à, par exemple, l'Union nationale. Ah, l'Union nationale de Maurice Duplessis. Ça fleurissait partout à travers le Québec, dans les régions. C'était le parti, disait-on, des Québécois francophones. Et puis, bon, ben là, il arrive que Jean Lesage, plus centriste, et qui donne un élan dynamique au Québec, la Révolution tranquille. Et puis, l'Union nationale va subsister à travers ce courant-là jusqu'à... faut se souvenir de la dernière élection où l'Union nationale a mis des députés, 11 ou 12 députés, était dirigé par Rodrigue Biron. Et puis Rodrigue Biron, qui, au cours du premier mandat du Parti québécois, va finir par dire, ben là, c'est fini, c'est terminé, là. Regardez, l'Union nationale, là, ça se dirige vers le cimetière. Alors, moi, je vais traverser la Chambre et je vais aller du côté du PQ, je vais devenir ministre de l'Industrie et du Commerce. Bon. Alors, on pourrait citer... Moi, j'aime bien penser aussi, parce qu'Alain, peut-être tu as vu ça, j'ai passé 33 ans de ma vie en Abitibi. Alors, quand on passe 33 ans en Abitibi, on est presque devenu des créditistes. Tu sais, Réal Cahouette était le mouvement de côté de la droite. Et puis, qui a fait élire quand même jusqu'à 52 députés au Parlement fédéral. Mais quand le leader s'affaiblit, que le mouvement prend une autre direction en général, ben ces partis-là passent pour... si on l'analyse à très, très courte vue, on dit « Ah ouais, mais quand même, c'est important, le créditisme. » Tu sais, encore une fois, un petit point du côté de l'Abitibi. En Abitibi, là, comme je disais toujours, quand moi j'ai été député, là, celui qui parlait contre Réal Cahouette en Abitibi était mort. Comprenez-vous ça? Ou je peux vous citer autre chose. Toutes les semaines, en faisant du bureau pour rencontrer mes électeurs, il y avait pas de semaine où il n'y avait pas un électeur ou une électrice qui me disait « Dans le temps, Rémi, là, Réal faisait ça comme ça. » Ça traduit tout. Ça dit que c'était pas Réal Cahouette, le chef de... C'était Réal. C'était proche du peuple. Alors, une réflexion supplémentaire. Est-ce que, donc, on est peut-être sur une pente tellement descendante que ce mouvement, plus qu'un parti politique, Québec solidaire, est voué donc à disparaître, mais au profit d'un autre véhicule qui est peut-être inconnu aujourd'hui, là? En fait, on a déjà dit ça du PQ qui pourrait disparaître, puis il n'a pas disparu. Donc, moi, je pense que le Québec solidaire pourrait effectivement se repositionner. Il y a eu une tentative à un moment donné d'avoir des alliances qui n'avaient pas fonctionné à l'époque de M. Lisée, une alliance stratégique entre le QS et le PQ. Mais il faut quand même dire que le mode de scrutin au Québec ne favorise pas une organisation durable de plusieurs partis politiques. À terme, il y a toujours des réalignements. Tout le temps. Donc, ça a été ça avec l'Union nationale. Ça va être probablement la même chose. Puis là, on est en train de revenir, là, puis ça va être le sujet qu'on va parler à toi, mais moi, je pense qu'on est en train de revenir à
reconfiguration qui va revenir à une forme de bipartisme au Québec. Là. On est en train de revenir dans ce mode-là. Mais si éventuellement on change de mode de scrutin, probablement que QS pourrait effectivement renaître. Il pourrait aussi être dans une posture de dire, nous, on veut être la conscience sociale de la population, sans nécessairement... mais il pourrait aussi redevenir un mouvement, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de députés, il pourrait devenir un mouvement de la société civile. Là. Alors, merci d'abord de faire la précision. Je ne voulais pas l'évoquer en disant, oui, on a fait mourir le Parti québécois bien des fois, et puis il est dans sa renaissance, ce qui nous amène à avoir quelques observations, Alain, sur, justement, c'est comme si c'était l'année passée, mais c'était la semaine dernière, cette semaine, la victoire du Parti québécois dans Terrebonne et je dirais, la défaite profonde, non seulement de la coalition avec la CAQ, mais aussi, faut-il le signaler, et des libéraux et justement de Québec solidaire. Est-ce qu'on est à l'aube, là, oui, d'un nouveau déploiement du côté d'un autre parti politique dans ce qui peut devenir l'alternance? Suite à Terrebonne. Oui. Ben moi, je pense que la défaite s'inscrit dans une tendance lourde. En tout cas, lorsqu'on regarde l'ensemble des sondages depuis plus de 2 ans, on voit cette montée ascendante. Pour les libéraux, pour moi, c'est juste qu'actuellement, ils ne sont pas encore réorganisés. Mais la journée qu'ils sont réorganisés, à mon avis, ils seraient capables de chercher un certain pourcentage. Mais la CAQ, en fait, la CAQ est comme pris actuellement, le gouvernement de la CAQ, dans une espèce est-ce qu'on pourrait penser, en fait, qu'elles sont dans une espèce d'état de développement où, quoi qu'elle fasse, la population a décroché. Ouais. Hein, la population a fait ses choix. Puis pourquoi elle a fait ces choix-là? Bien, peut-être aussi par une série de comportements erratiques, de choix pas toujours logiques, de changements de décision, souvent qui ne sont pas basés sur des faits, entre autres, on va parler du troisième lien, peu importe, mais puis là, actuellement, bien, bon, en fond, ce qui est autour de sa clique, là, qu'on apprend qu'il y a pas mal d'informations qui ont été... peu importe, mais chose certaine, c'est comme si la population a déjà fait son choix. Oui, c'est exactement ça. C'est mon avis également, là, c'est mon avis. Puis il faut aussi noter peut-être, là, avec un peu d'audace, là, de dire, la CAQ n'est pas un parti politique, c'est un fan club. C'est une coalition. C'est un fan club autour de François Legault. Et puis, quand l'étoile du parti pâlit, l'étoile qui dirige le parti, s'affaisse en quelque peu, le parti s'affaisse, on ne peut pas constater qu'il y a une racine profonde. Comme je pense qu'on peut le dire du côté du Parti québécois, le Parti québécois, c'est que, bon, on a voulu faire un changement avec la coalition Avenir Québec, mais... Combien de personnes qui ont dit « Moi, je suis souverainiste, là, mais là, je ne veux pas voter pour le PQ parce que là, c'est assez, là. C'est assez, là, il faut donner la chance. » Bien là, on est dans le mouvement inverse, mais si le PQ peut faire ça, c'est qu'il a encore ses racines profondes. On l'a vu dans une manifestation, en quelque sorte, dans l'élection de Terrebonne, là. C'est quand même significatif que le soir des élections, il n'y a personne de la députation de Québec solidaire qui s'est présenté devant les médias pour expliquer, comment faire le comportement. Alors là, on est sur une plaque de remplacement. Effectivement, il y a un aspect très symbolique là-dedans qu'une personne de l'aile parlementaire pouvait soutenir la candidate. C'était triste à voir, en fait. Tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est intéressant l'idée que c'est une coalition circonstancielle autour de François Legault. Et on pourrait penser que, dans le fond, les Québécois, ce qu'ils ont fait depuis 2 mandats, c'est qu'ils ont stationné leur vote dans le parti de François Legault. C'est ça. Et là, on revient à notre configuration des 2 grands partis. Pourquoi? Parce que la question identitaire n'a jamais été réglée. C'est ça. Elle n'a jamais été réglée, avec des approches de gouvernement aussi distinctes, un plus interventionniste que l'autre. Donc là, on revient à cet esprit-là. Et la CAQ est vraiment dans une posture très inconfortable. On pourra se retrouver comme l'Union nationale en 1976. Ah, oui. À peu près 12 à 14 députés. C'est ça. À la marge, sur les lignes de côté. Oui. Et là, ça va être une... comme une descente. Une mort lente, en fait. Une mort lente. Pas douloureuse, mais une mort lente, là. Et ça nous permet de dire, parlant des morts lentes, là, je fais le lien en disant, je regarde surtout le chronomètre, là, en soulignant que toute notre mise en onde est faite par Paul Lavigne, là, qui est avec nous, là, que je n'ai pas salué d'entrée parce que je me gardais ça pour le milieu de notre conversation. Paul Lavigne, notre ingénieur de mise en onde, là, qui est avec nous pour continuer. Puis là,
On en aurait pour encore bien des minutes, là, sur Terrebonne, Québec solidaire, Nadeau-Dubois. Mais là, il y a quelque chose de plus important, en quelque sorte, qui se pointe à l'horizon. Là. Demain, on va déclencher, aujourd'hui, samedi 22 mars, là, demain, on va déclencher des élections fédérales. Et là aussi, il va y avoir, je pense, une occasion spectaculaire de réalignement des forces au niveau du Québec. Alors, comment on peut envisager, Alain, donc, ce qui devrait se présenter à nous à l'occasion de cette élection fédérale avec un nouveau chef qui donne des résultats au niveau des sondages qui, ma foi, sont étonnants. Comment tu vois ça au départ, la ligne de départ demain entre les différents partis fédéraux, l'élection fédérale, et peut-être un petit point sur est-ce que ça peut influencer, sans l'ombre de doute, pour l'élection de 2026 pour le Québec? Exactement. Mais en fait, c'est quand même spectaculaire ce qui se passe pour le Parti libéral, qu'on ne donnait pas très cher il y a quelques semaines à peine. Donc, dans le fond, c'est une conjoncture internationale qui fait que, dans le fond, il y a eu cette opportunité-là de se repositionner. Je pense aussi que le premier ministre Trudeau a quand même bien géré cette crise américaine-là avec une sortie en douceur. Donc, c'est ce qui est clair que le Parti libéral du Canada a un solide potentiel de croissance dans le contexte actuel. Bon. Puis évidemment, cette croissance-là, elle est conjuguée par une insécurité populationnelle par rapport à ce qu'on nommait tantôt, la situation géopolitique, et ramène les gens dans ce contexte-là à dire qui est le plus susceptible de sécuriser la population, de comprendre de façon plus fine les enjeux économiques, puis en même temps d'avoir un parti politique qui est capable de coaliser aussi toutes sortes de tendances. Moi, je pense que là-dessus, puis avec le cabinet, il a quand même réussi, M. Carney, le nouveau chef du Parti libéral, finalement, de garder un équilibre gauche-droite à l'intérieur même du parti pour se présenter. Mais en même temps, la campagne vient de commencer. Mais évidemment, on peut penser qu'il y aura une forte tout à fait. Et je pense qu'on peut dire qu'on se désolait un peu depuis 7, 8, 10, 1 an. Bon, ça va être la droite poilièvre. Bon, on est comme condamné à cela. Alors là, c'est une bonne nouvelle que ça n'existe plus, cet raisonnement-là, dans les sondages. Et oui, il y a un réalignement en particulier basé sur, sans que ce soit exploité de façon explicite, l'anxiété dans la population vis-à-vis le mouvement Trump, qui, lui, inonde, donc, c'est ce qu'on répète, qui inonde l'insécurité des Canadiens et des Québécois. Et puis, il y a cette donne aussi, vous voyez, comme moi qui suis de l'école des souverainistes, ben, c'est un peu ébranlant, n'est-ce pas, là, hein, de constater que là, il y a une nouvelle foi canadienne. Soyons clairs, là. Il ne s'agit pas de dire « Oh non, je pense pas. » Non. Si on lit comme il faut les tendances, les sondages qui se dégagent au niveau de l'opinion publique, il y a, face à l'adversaire, non pas l'adversaire, mais l'ennemi, Donald Trump, eh bien là, il y a comme un besoin de sécurisation. Et dans ce sens-là, je pense que Mike Carney, là, il présente ce visage et ce fond de scène également. Moi, j'ai l'expérience des grands enjeux internationaux. J'ai été à la Banque du Canada, à la Banque d'Angleterre, et il a ce comportement-là. Je retiens comme analyse, disons, une lecture assez spontanée, un commentaire d'Alex Castonguay, le chroniqueur à Radio-Canada, qui dit « Moi, je me fie beaucoup à l'opinion de monsieur, madame, tout le monde. » Et quand il dit, mon oncle, il dit « Bon, ben, Mike Carney, là, il a l'air d'un bon monsieur. » Voilà qui dit tout. Il a l'air d'un bon monsieur, donc il répond à ce désir, à cet espoir de répondre au niveau d'anxiété. Est-ce que ça va durer pendant toute la campagne? Bien, il faut penser que oui. Parce que moi, je sens très bien que toute sa présence n'est pas scriptée comme Pierre Poilievre, qui a tout misé pendant 1 an sur l'expression « c'est la faute de Justin Trudeau ». Mais il a perdu sa cible. Ben, c'est parce qu'il n'y avait pas de point de repère. En fait, ça l'a déstabilisé. Ouais. Dans le sens qu'il pouvait s'entendre un changement de leadership. En fait, sa meilleure stratégie pour le chef du Parti conservateur, c'est que Trudeau reste en place. Ah oui. Donc, à partir du moment qu'on changeait de chef et qu'on avait un chef qui avait déjà une feuille de route économique incontestable, ça le mettait de toute façon. Mais en même temps, moi, j'ai goût de dire que oui, il y a une alliance circonstancielle actuellement au Canada,
Mais même si le Québec avait été un pays, il y aurait probablement eu pareil une alliance stratégique entre les deux pays, comme en Europe d'ailleurs. Oui, c'est vrai. En Europe, d'ailleurs, il y a une alliance circonstancielle contre, finalement, la guerre tarifaire américaine. Donc, il faut faire attention qu'actuellement, cette alliance-là, elle peut être aussi être fragile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura stabilisé les relations commerciales, on pourra revenir à nos différends aussi. Il y a ces éléments-là. Le paradoxe dans cette croissance du Parti libéral, c'est dans la rhétorique. Ce qui est curieux, c'est qu'on reprend l'argumentaire indépendantiste, mais canadien. C'est assez fascinant de voir ça. Là, on parle de souveraineté canadienne, on parle de faire ses choix. En fait, on entend la même rhétorique qui était nommée par l'évêque Parizeau et d'autres. Et là, on s'aperçoit que, regardons, c'est pas si mal d'être un pays, là. Alors, comme moi, j'emploie souvent l'expression, Alain, quand on regarde donc ce mouvement souverainiste avec des porte-paroles qui sont parfois très intensifs, parfois moins intensifs, je dis, à l'égard du Canada, le Canada n'est pas un goulag, quand même. Hein? Quand même. Hein, quand même. C'est ce que l'évêque disait. Le Canada n'est pas un goulag, c'est quand même un pays démocratique qui permet même d'avoir des référendums. Oui. Hein? C'est pas comme en Espagne ou dans les autres pays, il faut avoir j'allais dire en Grande-Bretagne, pour avoir la permission du Parlement pour tenir un référendum. C'est pas le goulag. Alors, dans ce sens-là, oui, il y a comme un paradoxe, là, sur lequel il faut bien compter pour l'avenir. Ce qui nous amène à dire, par ailleurs, si on voit bien qu'il y a un alignement, non pas un réalignement, mais un alignement, ça va être quoi la conséquence pour le mouvement qui s'appelle le Bloc québécois? Bon, le Bloc québécois qui voguait allègrement sur, la rivalité conservatrice et les libéraux avec M. Trudeau qui était à la baisse. Mais là, il y a un nouvel enjeu, donc, pour le Bloc québécois, qui est à 32 députés, là. Hein? Bon, est-ce que... je connais beaucoup de ces députés-là qui disaient, là, ça va être ça va être comme une marche dans le parc. Hein? Bon, là, c'est pas tout à fait ça, n'est-ce pas? Effectivement, il y a un risque pour le Bloc. Ces assises sont quand même solides en termes organisationnels. Mais effectivement, il y a un risque que certains Québécois qui s'attendaient à aller voter pour le Bloc vont probablement... En fait, ceux qui étaient libéraux, avec la déconfiture ou le déclin du Parti libéral, étaient prêts à stationner leur vote en partie au Bloc. Exact. Ces gens-là vont revenir au Parti libéral de toute façon. En même temps, Poilievre, ne changeant pas de discours, fait de lui, dans le fond... en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'allié stratégique actuellement dans la campagne électorale des libéraux, c'est Donald Trump. Oui. Donc, à chaque fois qu'il va faire une déclaration, ça va venir renforcer... Ça met du gaz dans la machine. Ça met du gaz dans la machine, puis les gens vont dire, là, ça me confirme qu'il faut que je vote pour quelqu'un de centriste, puis t'es un bon monsieur, comme l'oncle de M. Castonguay, c'est ça. Donc il va falloir faire... dans le fond, le Bloc est vulnérable, c'est clair, mais en même temps, ils ont quand même un chef articulé. Ouais. Et c'est le débat en français, à mon avis, qui va être aussi l'élément qui peut faire un point de bascule. On pourrait se retrouver effectivement dans la même situation que Jack Layton l'avait fait avec le NPD, auquel à un moment donné, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, même si on a des candidats incompétents, on va voter pour le Parti libéral. Tu sais. Il pourrait se retrouver... il pourrait se retrouver le parti dans cette situation-là. Je pense c'est une belle image là, de la réalité qui peut se présenter. Hein? Le NPD au Québec, c'était comme une espèce de parti on aimait ça voter pour le NPD parce qu'on savait qu'il ne gagnerait jamais. Bon, moi j'ai été candidat pour le NPD en 1988. Alors, c'est ce que les gens disaient. Nous, on aime bien Ed Broadbent, puis on aime bien le parti, mais ils ne gagneront pas jamais. Ça fait mais là, on est dans un enjeu différent. Effectivement. Moi, je pense que des libéraux déçus de M. Trudeau, au Québec, là, vont aller se restationner dans leur profonde conviction vers le Parti libéral, comme on dit, le Parti libéral qui est the Natural Party of Governance. Ils sont habitués à la gouvernance, les libéraux. On va se réfugier là. Ce qui va laisser une partie très congrue pour les libéraux, pour les conservateurs. Une petite pointe peut-être à Québec. À Québec, la ville de Québec, peut-être, mais pas ailleurs.
Et puis, pour le Bloc québécois, ben il faut penser, oui, à cette analogie avec le mouvement Layton-Orange de l'élection fédérale au moment de l'arrivée. Là, les gens disaient, c'est un bon monsieur, Jack Layton, c'est un bon monsieur. Je vois encore l'image où il était, tout le monde en parle, ce qui fait en sorte que, oui, il y a des gens qui avaient déposé leur candidature pour le NPD en disant, tu sais, on fait allusion à Mme Brosseau dans Masquinongé. Bon, moi, je dépose ma candidature, là, mais je m'en vais à Las Vegas, là, parce que j'ai prévu ça. Puis elle se réveille, elle va dire, regarde, là, vous avez gagné, Mme Brosseau, là. Comment ça, j'ai gagné? Ben oui, ben, c'est la vague, Orange. Alors, je pense qu'on peut penser qu'il va y avoir, il pourrait y avoir une vague de retour des libéraux au pouvoir au niveau du gouvernement fédéral. Alors, comme il reste très, très peu de temps, alors c'est pas tout de venir à ce microphone, Alain, là. Il faut qu'il y ait des questions qui tuent. Alors là, il faut faire vos prédictions. Au premier jour de la campagne de demain, là, qu'est-ce qu'on pourrait dire du résultat? Il y a 343 sièges en jeu. Il y en a 78 au Québec en particulier, nous intéresse. Mettons qu'on fait ça à vol d'oiseau, là, parce que pendant toute la campagne, si on fait des mauvaises prédictions, on a le temps de se faire oublier. Puis si on a raison, ben là, on va dire, il l'avait dit. C'est quoi des premières inspirations en termes de résultats? 78 au Québec. Il y a 32 libéraux, 32 blocs québécois qui sont sur le siège. Il y en a 25, sauf erreur, du côté du Parti libéral. Eh bien, là, qu'est-ce qu'on peut prédire comme résultat? Mais si moi je regarde les tendances là, de Québec 125 Canada, là, avec les taux de croissance, en fait, moi je dirais qu'il y a 25 sièges à peu près, à mon avis, 25 sièges pour le Bloc, mais au moins un minimum de 40 pour les libéraux au Québec. Le reste, c'est vraiment la campagne qui va le déterminer et le positionnement aussi. Est-ce que le message du Bloc va percoler dans la population? Il reste 30 secondes. Ben oui, je colle à 40. Ce que vous dire, ma prédiction, juste ce bout-là pour l'instant, 40 députés libéraux, ce qui va se traduire par, probablement, un gouvernement libéral majoritaire. À la Chambre des communes. On pourrait se résumer ça. Alors là, notre émission est enregistrée, on pourrait regarder ça, et dire, ben là, au premier jour de la campagne, vous aviez dit que, alors là, vous êtes des grands devins, ben là, vous êtes complètement à côté de la traque. Alain Deslauriers, eh bien, on voit pourquoi votre pensée est fondée sur le communautaire, sur l'écoute de la population, sur la gestion participative. Bien, c'est un enrichissement pour notre émission. Bien, merci de cette présentation-là. Et puis, on va s'organiser pour revenir, évidemment, pour tester nos prédictions au niveau des élections fédérales. Ça me fait plaisir. Et moi, franchement, là, demain, là, quand il va déclencher la campagne électorale, nous, on va s'enregistrer ça dans la tête. Attention, on s'en va vers un gouvernement majoritaire fédéral à l'élection fédérale. Merci beaucoup de la présentation. Puis des bons débuts de campagne électorale. Nous autres ici, samedi 22 mars 2025. Merci, Alain Deslauriers, d'être avec nous. C'est un plaisir.